Donc voilà, webconférence originale, comme on a l'habitude depuis quelques mois, c'est des conférences que nous livrons à deux. Donc deux personnes différentes, deux angles de vue différentes, des compétences différentes, des regards sur la vie, des expériences différentes. Donc tout ça au service d'une webconférence que l'on espère enrichissante pour vous. En tout cas, voilà, ce soir, nous allons parler de la météo énergétique de cette année 2021. Donc, en ce qui concerne l'astrologie taoïste, cette année s'incarne par un animal astrologique, un signe, qui est le buffle de métal. Donc aujourd'hui, on va vous parler de cette météo énergétique. On n'est pas là pour vous faire des prévisions astrologiques, d'événements. En fait, à vrai dire, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Alors bien sûr, on va parler de certaines périodes, de certaines grandes tendances, voir à quoi on peut s'attendre, en tout cas en termes d'énergie, puisqu'on va voir que cette énergie nous impacte dans notre quotidien. Ça fait partie d'une des dimensions fondamentales de notre existence, que les taoïstes appellent le ciel, l'homme et la terre. Et donc notre intention, c'est vraiment de vous accompagner dans votre développement, sur votre chemin, et donc sur votre chemin, de vous y offrir des repères. Et donc aujourd'hui, ces repères, ils seront essentiellement, bien sûr, temporaires, puisqu'on va parler de l'année 2021 et de ce qu'elle peut nous apporter en termes d'énergie, mais également des repères par rapport aux qualités essentielles que nous estimons important de développer cette année. On est quand même aussi au sein d'un contexte bien particulier et on en tient compte, puisque c'est la dimension de la Terre. On est en train de vivre une situation un peu particulière. Et donc pour nous, c'est très intéressant de lier à la fois cette dimension du ciel, cette dimension de l'homme et le pouvoir d'action, exercer notre libre arbitre. Donc ça c'est nous, les hommes, qui interagissons. Et donc, on interagit sur cette dimension de la Terre, et donc cette dimension de la Terre qui représente notre environnement. Et donc ce soir, on va aussi vous livrer donc des clés pour prévoir, parce qu'à notre sens, quand on peut prévoir, eh bien, on est en mesure d'agir et de se positionner par rapport aux événements qui arrivent, par rapport à notre environnement. Ça peut nous permettre d'anticiper et ça peut nous permettre aussi de développer des stratégies comportementales qui peuvent vraiment être très intéressantes. Et là, avant toute chose, on va commencer par un simple exemple. Imaginez que demain, vous savez qu'il y a un orage menaçant, là où vous vous situez, et vous aviez prévu de sortir en randonnée le lendemain. Donc la question, c'est est-ce que si vous savez, si la météo vous a annoncé qu'il y avait de l'orage, eh bien, est-ce que vous sortiriez le lendemain malgré l'orage? Alors, il y a des personnes qui sortiraient, et il y a des personnes qui ne sortiraient pas, et peut-être qui remettraient cette randonnée à un autre jour, et qui en profiteraient pour faire des activités plus adaptées à la météo extérieure. L'idée, c'est pas de dire que sortir ou ne pas sortir est une bonne chose. L'idée, c'est de savoir que quand on peut le prévoir, quand on peut l'anticiper, eh bien, on peut se positionner et adopter la bonne posture. On peut aussi, par exemple, décider de mieux s'équiper pour sortir. Et si on choisit une activité, eh on peut aussi décider de dire, bah non, je sortirai à un autre moment et je préfère faire une activité ressourçante ou ranger mon intérieur ou m'occuper de quelque chose que j'avais laissé, parce que l'énergie et la météo sera meilleure pour cette activité-là. Et je vais laisser démarrer cette webconférence avec une petite citation, comme à notre habitude. Alors, on va commencer par une citation d'un philosophe du XVIIe siècle, qui est Spinoza, qui parle de la philosophie de la totalité, du déterminisme, du libre arbitre, et comment on peut utiliser tout ça. Dans sa citation, il parle de l'ignorance des causes qui nous déterminent, nous laisse croire que nous sommes libres. Quand il parle de déterminisme, c'est ce qui est en notre pouvoir, et ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Comme dit Kevin, la météo, on ne peut pas la contrôler. La décision d'y aller ou pas, c'est en notre pouvoir. Et le libre arbitre, c'est le fait de savoir les causes et de connaître les causes qui peut qu'on peut se décider librement. Et donc, du coup, d'utiliser la puissance d'agir sur ces causes. Sans ça, on peut avoir aussi le libre arbitre par ignorance. On décide librement, mais sans connaître les causes et avec les effets d'enchaînement. Quand il y a une cause, il y a des effets derrière. Donc, le but, c'est de mieux connaître et déterminer les causes de départ
et de décider par la suite. Et dans ce sens que le déterminisme n'est pas une fatalité. Donc, en sachant agir sur son pouvoir personnel et avoir son libre arbitre en connaissance des causes et des effets, on peut avoir plus de liberté et donc avoir une puissance d'agir qui augmente. En ayant la puissance d'agir beaucoup plus grande, on rentre dans plus de joie, plus de béatitude et on a plus de sérénité. Et donc, je me présente, donc je m'appelle Hop, donc je pratique les arts du Tao, un ensemble de disciplines qui utilisent l'énergie du yin et yang et des 5 agirs pour expliquer le phénomène du Tao, qui est en fait le phénomène de la nature, de l'univers. Et nous-mêmes, nous faisons partie de cet univers. J'ai commencé par les arts martiaux. Je pratique aussi la médecine traditionnelle chinoise. J'ai fait du qigong thérapeutique. J'ai également fait de la chimie interne taoïste, qui est en fait des pratiques et des méditations qui permettent de voir la transformation des énergies à l'intérieur et aussi à l'extérieur. J'ai étudié aussi la métaphysique chinoise, qui est en fait des systèmes pour comprendre l'interaction entre ce qu'on est et l'univers, et de comprendre l'espace-temps, la temporalité et l'espace, l'environnement dans lequel on vit et comment on évolue par rapport à ça, et de créer un alignement par rapport à cet espace-temps. Pour mieux agir et prendre les meilleures décisions, j'ai aussi étudié l'art de la guerre de Sun Tzu pour préparer des plans d'action qui soient coordonnés pour atteindre l'objectif le plus rapidement possible et avec le moins d'efforts, le moins de temps possible. Et donc, j'ai créé alors du coup un Tao beaucoup plus accessible, plus dynamique et plus adapté au monde moderne pour que ce soit accessible à tout le monde et que ce soit compréhensif. Et donc, je vais me présenter à mon tour. Donc, je m'appelle Kevin. Aujourd'hui, je suis coach. J'ai eu la chance dans la restauration de travailler dans le management à assez haut niveau. Et le développement humain a toujours été un levier d'amélioration, un axe d'amélioration pour mieux travailler avec mes équipes, avec mes collaborateurs. Le coaching, c'est la conduite du changement, c'est accompagner l'être humain au changement. Et je me suis rendu compte assez rapidement que, à mon sens, le coaching avait des limites. Le coaching est très fort sur certains points, il permet de mieux comprendre le fonctionnement d'un individu. Et le coaching crée beaucoup de modèles. On se sert de beaucoup de modèles, on a beaucoup d'outils pour aller voir à un endroit exactement ce qui se passe. On a des manières de questionner par rapport à certains outils comme la PNL ou l'analyse transactionnelle. Il n'y avait pas quelque chose qui liait, il n'y avait pas le tout. Et je sentais qu'il y avait un dénominateur commun, et j'arrivais au fur et à mesure de mes progressions à faire des liens entre l'analyse transactionnelle et la PNL. Et un jour, j'ai rencontré Hop. Alors, on a beaucoup échangé autour du Tao, ça m'intéressait énormément puisque j'étais déjà passionné de savoirs ancestraux. Et j'ai compris quelque chose que le coaching ne m'apportait pas, c'est qu'il y avait vraiment un lien, il y avait vraiment une cohérence par rapport à tout ce que j'avais appris. Le Tao m'a permis de commencer à développer une vision vraiment holistique. On a créé un premier programme qui s'appelle les 5 agirs pour évoluer en cohérence. J'ai expérimenté ce programme, j'en ai été le premier utilisateur et j'ai découvert le Tao et j'y ai apporté ma petite touche personnelle par rapport au coaching. Et voilà, je me suis rendu compte qu'on avait quelque chose de très puissant, de très impactant. Avec ces 5 agirs, on avait un processus naturel, quelque chose qui permettait vraiment d'évoluer comme dans une spirale et d'enlever les couches superficielles pour aller vers les couches les plus importantes et de plus en plus viser le centre. Donc, au programme, comme je vous ai dit par rapport à Spinoza, le fait de savoir les causes, on peut prévoir. En prévoyant, on peut agir, mieux se préparer, agir avec plus de justesse, avec moins de réactivité, mais plus de proactivité. Je vais vous parler aussi des tendances générales que l'année apporte. Une année chinoise, c'est une année beaucoup plus en phase avec des énergies qui va impulser une tendance générale à l'année avec des variations avec les mois, les jours et les heures. Donc, c'est une tendance générale pour tout le monde. Cette tendance peut aussi interagir sur votre date de naissance. Et donc, on va vous parler aussi des qualités essentielles à développer pour passer et traverser cette année avec beaucoup moins de stress et de peur, qui était un des thèmes majeurs de l'année passée.
et les stratégies comportementales à adopter. Pourquoi on a fait cette conférence? C'est pour vous préparer à mieux comprendre l'année et comment vous allez agir par rapport à l'année et vous préparer à l'événement de cette année. Par exemple, l'année passée, nous deux, on était préparés parce qu'on savait l'énergie de l'année qui allait passer et donc on a vécu les événements avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme. Ça a permis de pas paniquer et de se positionner et de s'adapter au contexte qui était là. Pour savoir cela, on va parler de l'alignement entre le ciel, l'homme, la terre. Le ciel, c'est tout ce qui est lié au temporel, c'est-à-dire le temps qui passe, ce qui va apporter l'énergie de l'année, par exemple. La terre, c'est ce qui est lié à l'espace. L'espace, c'est tout ce qui est l'environnement. L'homme, c'est nous-mêmes, c'est notre capacité d'action, notre libre arbitre à agir par rapport à ce temps qui passe et l'espace. Et le but, c'est de trouver cet alignement et de surfer sur la vague. Donc, l'espace-temps, c'est lié à la dimension extérieure. Et il y a aussi les 3 dimensions de l'interne en nous-mêmes, qui est lié à l'esprit, le cœur et le corps, qui, à ce moment-là, doit être bien aligné pour être en phase avec l'espace-temps. Et cet espace-temps, quand on est bien aligné, il y a des synchronicités qui apparaissent et les choses deviennent beaucoup plus fluides. On appréhende les événements avec beaucoup plus de sérénité et avec beaucoup de stabilité. Le but, c'est aussi d'adopter une vision holistique, pas fragmentée d'un événement ou d'une attitude. C'est comment trouver sa place dans ce monde et le voir de manière beaucoup plus globale. C'est comme si on allait sur une montagne et qu'on pouvait regarder la ville entière et savoir tout ce qui se passe. Si on était dans la ville, on aurait une vision beaucoup plus restreinte de ce qui se passe et donc c'est beaucoup plus difficile à faire des choix. Donc, l'année 2021, buffle de métal. Donc, le buffle, c'est un animal de terre. Je vais parler beaucoup des 5 agirs qui est lié en fait aux 5 éléments et chaque élément a une signification et ces éléments impactent sur nous et sur les contextes extérieurs. Donc, le buffle, c'est un animal de terre et dans cette terre, il abrite aussi de l'eau et du métal. La métaphore de la terre, c'est tout ce qui demande à être ancré, qui demande de la solidité, de la fermeté, de la stabilité. Il demande aussi de prendre le temps de préparer les choses, de trouver un ancrage. L'eau, c'est ce qui s'est passé l'année passée avec le rat de métal, qui est de l'eau à l'état pur, à une force maximale, qui est venu comme un tsunami pour balayer en fait des vieux schémas. Et le processus a déjà commencé depuis plusieurs années, en l'occurrence en 2019, où le nettoyage a été déjà fait avec, par exemple, les gilets jaunes. Les choses ont commencé à faire bouger les choses. L'année passée, on a balayé pour qu'il y ait un renouveau qui vienne. Et donc, du coup, c'est pour aussi laisser ce qui n'est pas essentiel, c'est refaire des fondations, bien sûr, ce qui existe déjà. Et donc, lors d'une inondation, après, il faut reconstruire. Et donc, l'eau est aussi liée à la peur. La peur, c'est ce qui s'est passé l'année passée aussi. C'était cette tsunami de peur qui est venu déferler. Et le métal est lié à la tristesse, à l'injustice, au chagrin. C'est au fait qu'on a dû se séparer de certaines choses, mais c'était nécessaire pour qu'un renouveau arrive. Et donc, c'est un buffle de métal, donc ça veut dire qu'il y a du métal au-dessus. Donc, le métal, cette année, est très fort, très ancré. Il est vissé, en fait, sur le buffle. Et donc, le métal demande à ce qu'on se structure, qu'on prenne le temps de réfléchir, de décider et bien se cadrer là-dessus. Ça explique aussi qu'il y aura beaucoup plus d'injustice. Il y aura les tristesses, mais c'est un métal beaucoup plus doux que l'année passée. Ce sera beaucoup plus quelque chose qui va se mettre sur la durée de manière plus douce. Le métal, c'est aussi la métaphore de tout ce qui a un rapport avec les règlements, la loi, les forces de l'ordre. De même que, par exemple, on voit l'eau qui est sous terre, l'eau qui est en rapport avec tout ce qui est la parole. Donc, il est sous terre, il est comme muselé.
Ça symbolise en fait que quand on veut parler de quelque chose, il faudra bien réfléchir, bien être posé, de prendre le temps nécessaire de le faire avant d'agir. C'est une année de transition. Les années de Terre sont des années de transition qui permettent de passer à autre chose et de transformation. Donc, les 2 années passées qui est de l'eau, qui est venue nettoyer, prépare justement un renouveau en 2022, qui est 2 années bois. Le bois est en rapport avec le renouveau, la renaissance. Mais le bois est absent cette année et le feu aussi. Il n'est pas tout à fait absent, il est en phase comme une graine qui est en train d'être dans la terre et elle doit pousser l'année prochaine. Le bois est lié aussi à la colère, à la frustration, qui fait qu'il y a des sentiments de révolte qui doivent couver sous terre, qui aura du mal à émerger aussi. Mais quand on va arriver en février et mars, on aura un peu de bois, on aura des sentiments de vouloir de la liberté, d'avoir plus de créativité, plus d'empathie. Mais bon, ce sont 2 mois qui va être un petit peu chamboulés par ce métal en excès cette année, qui va un peu cadrer toute cette énergie en fait. Il y a aussi le fait que il manque du feu. Le feu, c'est tout ce qui est en rapport avec les prises de conscience, la lumière intérieure, la vision, d'avoir une vision, de projeter sur l'avenir. Il est absent pour le moment. En fait, il est en gestation actuellement et il va émerger l'année prochaine. Il va donner l'impulsion l'année prochaine. C'est bien une année de préparatoire pour tout le processus qui va se faire. Donc, cette année, le but, c'est de tenir et de préparer la transition avec réflexion, en se posant, en prenant le temps de réfléchir, de faire un genre de repli et de se préparer. Et si les gens ont déjà préparé depuis 2019, s'ils sont prêts, ils peuvent agir. Ils peuvent y aller, mais quand ils devront aller avec prudence et avec vigilance. Et donc, vous voyez les interactions entre les éléments qui font que l'année va être une année qui va bousculer, mais qui va demander aussi à retrouver sur tout ce qui est essentiel à soi, de faire le nettoyage de ce qu'on n'a plus besoin pour pouvoir construire l'année 2022-2023 qui va arriver. C'est pour ça qu'il y a autant de bouleversements ces dernières années, en fait. Surtout l'année passée et cette année qui va venir. Vous avez vu que le buffle de métal, c'est des éléments qui sont très froids. Il manque de la chaleur dans ces éléments. Le feu est lié au monde de la restauration, de l'événementiel et de tout ce qui nous donne de la joie, de l'optimisme, de l'espoir. C'est un feu qui est étouffé, en fait. Comme il est absent cette année, on le voit bien que c'est ce qui se passe. On essaie d'étouffer tout ce feu qui nous fait vivre, qui nous donne de la joie de vivre, et c'est le pessimisme qui est présent à cause de l'eau l'année passée qui a amené et qui reste encore présent de manière sous-jacente. Et donc, on voit aussi dans l'hexagramme ce qui va se passer. L'hexagramme, c'est en fait un livre qui est issu du I Ching, un livre de sagesse, qu'on appelle aussi le livre des changements et des mutations, qui permet de comprendre l'attitude qu'il faut avoir et l'énergie qu'il faut avoir. Et donc, l'hexagramme de cette année, c'est l'hexagramme 36, on l'appelle lumière obscurcie, qui permet de donner aussi plus de coloration à cette année. On voit en fait cet hexagramme est composé de 2 trigrammes, un en haut qui est la terre et en bas du feu. Vous voyez que l'image, c'est en fait un feu que la terre est en train d'écraser, en fait. Comme si quand vous allez en forêt et que vous voulez éteindre un feu, vous mettez de la terre sur ce feu et pour l'éteindre. Ben, c'est l'image de ce qui se passe. C'est que il y a un sentiment d'oppression, de compression qui veut éteindre cette joie de vivre, cette envie d'avancer. Et la lumière, elle est comme dans
dans un bout de tunnel et qu'on essaie de sortir de ce bout de tunnel. Et donc, pour sortir de ce bout de tunnel qui est dans l'obscurité, on doit faire attention quand on marche. Et donc, on doit marcher lentement, sûrement, et avec prudence et avec vigilance. Et donc, ce sentiment, c'est un passage à passer. Ça demande de la patience, de la ténacité. On se trouve dans une situation où on est embarqué et qu'on n'est pas responsable et on doit juste tenir. On évite d'être dans des situations conflictuelles pour éviter ça envenime. Ce n'est pas une situation facile, mais il faut juste tenir. Donc, s'accrocher, s'ancrer et sortir du tunnel avec le moins de séquelles possible. Le retravail du renouveau demande beaucoup de patience, de résilience et de persévérance pour sortir de cette sensation d'oppression, d'obscurité. Donc, dans cette situation d'obscurité, c'est de préserver sa lumière intérieure. C'est préserver ce feu-là qui est tout petit pour le faire maintenir et le faire tenir jusqu'à l'année prochaine. Ce n'est que des potentialités d'énergie que donne l'énergie de l'année. Une année n'est pas séparée l'une de l'autre. C'est un processus continu. Comme je vous ai dit, c'était une vision holistique. C'est un cycle de Zhejiang qui a commencé l'année passée avec le rat de métal, qui est le début des 12 animaux, et qui enclenche souvent un processus de renouveau. Cette année-ci est un peu spéciale. Chaque mois est en fait une répétition depuis 2010. Donc, chaque mois indique le fait que si ce que vous avez travaillé depuis 2010 et que vous n'avez pas encore pu vous séparer et enlever ce qui n'est pas essentiel, c'est le moment de le faire. Et chaque mois va apporter cela. Vous verrez aussi les derniers mois de l'année, par exemple le mois de novembre et de décembre, sont les reproductions de l'année 2019 et 2020. Et puis janvier 2022, ce sera la reproduction de l'année 2021. Et on rentre du coup dans une nouvelle phase d'année. Et donc chaque mois de ces 12 mois a un impact bien particulier pour faire encore le travail à faire et ce qu'il y a à faire pour avancer. Du coup, il y a des périodes bien précises qu'il faut faire attention. En l'occurrence, en mois de juin, lors du solstice d'été, et un jour où il y a de la lumière, donc du feu, ce jour-là, il y a un clash sur ce solstice, le feu qu'on attend, et il y a un clash. Donc, voir qu'est-ce qui se passe ce jour-là. À nouveau, au mois de juillet, où le buffle va clasher avec le mois de juillet de la chèvre. C'est un clash total à ce moment-là de l'année avec le mois un clash, ça apporte du changement, des bouleversements. Et ce mois-là apporte du bois et ce bois est lié à tout ce qui est à liberté. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette liberté qui clash à ce moment-là? De même qu'au mois d'août et septembre, 2 mois qui est lié au métal, une année où il y a déjà beaucoup de métal, 2 mois qui va avoir encore plus de métal. Est-ce que on va encore nous cadrer encore plus, nous donner encore plus de lois, plus de réglementation? Voilà, c'est des possibilités, ou plus d'injustice à ce moment-là aussi. Et puis surveiller les 2 derniers mois du mois de novembre et décembre. Donc c'est une année préparatoire de transition pour avancer vers quelque chose de nouveau. Ça dépendra de l'humanité, des choix qu'il va faire. Parce que la Terre, c'est aussi allié au fait de la collectivité. C'est l'individu qui va travailler pour la collectivité, travailler sur un renouveau, refonder des nouvelles choses. Parce que en 2022 et 2023, c'est le bois. Donc, le bois est lié à la créativité. Il y a peut-être de l'innovation qui va sortir. Et puis, l'écologie aussi. De donner plus d'empathie, de générosité. Mais ça risque, je pense aussi qu'il y aura tout ce qui est révolte,
tout ce qui est, il est pour le moment en incubation. Hein. Et une année de terre, souvent, il faudra surveiller aussi tout ce qui est phénomène sismique. C'est une possibilité, c'est une énergie générale qui a impacté. C'est à nous de voir comment on réagit par rapport à ça. Si vous voulez passer l'année de manière plus sereine, avec plus de stabilité, de ne plus être dans la confusion ou dans les pertes de repères, et d'être complètement chamboulé, bouleversé, c'est de développer les qualités qui sont liées à ces éléments pour trouver l'équilibre. Il y a beaucoup de métal cette année et c'est le moment de développer les qualités de ce métal qui est le courage et la détermination. La terre, elle est liée à la stabilité et à la résilience. Donc, la patience, tenir, prendre ses responsabilités, de la tempérance, résister. Et l'eau, qui est normalement liée à la peur, face à la peur, il faut faire preuve de volonté et développer plus d'intuition pour avancer. Les deux éléments qui manquent, c'est le feu et le bois. Et donc, c'est le moment de les travailler encore plus. Le feu est lié à la joie, la clarté, la lucidité, la vision de projeter l'avenir aussi, l'enthousiasme, la motivation, l'optimisme. C'est cultiver ces qualités-là pour avancer, de préserver ses lumières intérieures pour passer les turbulences. Et le bois, justement, c'est de préparer ce bois, l'arrivée de ce bois, qui est lié à la créativité, la liberté, l'empathie, de garder ce relationnel, la connexion aux autres. Alors, ce que tu nous as dit là, c'est un peu sur une dimension collective. Et d'après ce que j'ai appris avec toi par rapport au Bazi, à l'astrologie taoïste, qu'il y a des choses qui dépendent de chaque personne. Donc chaque personne a sa propre énergie en fonction de son mois, année, jour et heure de naissance. Et puis il y a des périodes, là on a vu une année, mais il y a aussi chaque mois a une teinte énergétique et chaque journée a aussi sa propre teinte énergétique. Donc après tout ça interréagit, c'est ça? Voilà, donc là c'était les tendances générales. Après l'année aussi a des impacts sur chacun, parce que chacun a ces éléments-là en soi, à différents niveaux. Et donc l'année peut aussi impacter sur votre thème, de manière différente. Donc certains vont être plus touchés que d'autres, d'autres seront moins touchés, d'autres vont profiter de l'année pour changer, pour avancer, d'autres vont subir. Le but c'est de ne pas subir, c'est de comprendre les causes et comment utiliser les événements, le contexte comme un atout pour avancer, pour agir et du coup apprendre sur soi, construire son avenir. La joie, entre parenthèses le feu, l'eau, entre parenthèses l'intuition, ne sont pas évidentes en ces temps-ci. Non, mais justement, le feu déjà il est absent, donc il faudrait beaucoup plus de travailler. L'eau, elle est sous terre pour le moment, et donc elle a besoin de s'exprimer. Elle va beaucoup plus s'exprimer, par exemple au mois d'août, où il y a des changements qui peuvent se faire, ou des mois où il y aura de l'eau, où elle se manifestera à ce moment-là. Pour développer l'intuition, il faut d'avoir de la stabilité pour pas être pris par ses émotions. C'est filtrer les informations pour avoir une bonne intuition. L'année, elle demande que, voilà, l'eau est liée à l'intuition, mais à la volonté aussi. Donc, la volonté de s'en sortir, la volonté d'avancer malgré les problèmes, de ne pas laisser aller au désespoir ou au découragement. C'est construire. L'année, elle apporte quelque chose. Elle veut nous montrer quelque chose. Et nous, comment on réagit par rapport à ça? Le fait de savoir, on peut le préparer. Et on peut, du coup, mieux se positionner et donc avoir un pouvoir sur notre vie et, du coup, avoir notre libre arbitre de pouvoir décider de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on veut être. Donc, c'est une vision très holistique. Du coup, comme on vous l'avait dit, déjà, avoir la bonne information pour pouvoir prévoir
et anticiper. Donc quand on sait, on peut prévoir. Et ensuite, encore est-il question de pouvoir. Et donc, ce pouvoir, c'est quelque part comment on va exercer notre libre arbitre. On parle d'ailleurs de pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, on l'a défini dans une webconférence comme étant très lié à l'authenticité, puisque l'authenticité, dans ses racines, c'était celui qui exerce son propre pouvoir personnel par lui-même, et donc par définition celui qui va défendre ses valeurs. Une personne qui est à 100% authentique ne transige pas avec ses valeurs. Et donc, pour garder son libre arbitre, encore faut-il savoir se positionner. Alors quand on a les informations, c'est déjà un peu plus pratique. Mais ensuite, une fois qu'on a ces informations, encore faut-il les traiter. C'est là que le coaching est très intéressant, mais la vision taoïste l'est tout à fait également, puisque dans les deux cas, il y a une dimension qui est souvent oubliée ou qui est mal connue ou mal appréhendée, et cette notion, c'est la stratégie. On l'utilise beaucoup dans le domaine entrepreneurial, on parle aussi dans le domaine militaire, la stratégie militaire, mais on oublie souvent que le point de départ de la stratégie, elle est avant tout comportementale. Et c'est quoi une stratégie comportementale? Eh bien, c'est coordonner ses actions de manière cohérente sur le moyen ou le long terme pour arriver à réaliser ses objectifs. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un a un objectif, par exemple dans une séance de coaching, il dit voilà, je veux réaliser ça. Et à un moment donné, c'est avec le plan d'action, c'est comment vas-tu t'y prendre. Et donc, on peut se servir de ce qu'on appelle des tactiques, c'est-à-dire des moyens d'y arriver sur le court terme. Mais quelque part, quand on a une vision claire de ce qu'on veut et des conséquences que ça a sur le long terme, et qu'on a pris en compte notre environnement global, eh bien, on peut plus facilement établir une stratégie, du moins comportementale pour l'individu, pour coordonner nos actions sur le moyen terme pour arriver à mener nos objectifs. Et pour ça, bien sûr, on va utiliser tous les paramètres qui sont dans notre champ de vision. Donc, si le champ de vision est étroit, on a moins de paramètres. S'il est plus large, forcément, on y voit beaucoup plus clair. Par exemple, dans l'exemple de notre randonneur qui part en randonnée un jour de tempête, s'il a la météo, qui sait quand il va pleuvoir, quelle intensité, s'il a tous ces facteurs-là et que c'est un peu plus précis, il va peut-être pouvoir s'adapter, il va mieux se positionner. Et puis surtout, il va prendre une décision. Il va déjà se dire, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas. Donc dans tous les cas, il va établir une stratégie. Si par exemple, il disait, oui, je sors, il va établir une stratégie pour que sa sortie se passe le mieux possible. Mais en tout cas, sachez qu'il est important, quand on a les informations, oui, c'est bien beau, il y a beaucoup d'émissions astrologiques, il y a beaucoup de futurologie, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc c'est bien, c'est des gens, à leur niveau, chacun prend des informations, soit sur l'environnement, par exemple, des gens qui essayent de prédire ce qui va se passer actuellement dans la crise avec les événements visibles dans la presse, on peut dire qu'ils s'intéressent à une dimension qui est celle de la Terre, pour le Tao. Ceux qui vous parlent d'astrologie s'intéressent à la dimension du ciel. Eh bien, l'idée, c'est de s'intéresser à ces trois dimensions, et c'est là que la stratégie va commencer à être porteuse et efficace, impactante, j'ai envie de dire. Une stratégie, ça se résume souvent par des grandes fonctions. Par exemple, si je veux me rendre visible, eh bien, je vais utiliser une fonction qui est celle de la notoriété. Je vais gagner en notoriété, donc c'est une fonction pour moi à accéder à un objectif d'être plus visible. Et donc, dans notre cas présent, on peut déterminer trois grandes fonctions dans cette stratégie comportementale. La première fonction, c'est savoir. Savoir, eh bien, ça va être dans le cas de nous informer, donc c'est une fonction informative. Donc c'est une posture, c'est toujours compliqué de parler du yin et du yang, mais quand même assez yin, puisque réceptive, on va aller chercher des informations pour mieux se préparer. Alors on s'informe sur quoi? Sur le qui, déjà, qui suis-je? Avec qui j'y vais, par exemple, si j'ai un projet en lien avec quelqu'un, avec qui je vais évoluer. On va s'interroger sur le quoi. Alors le qui, c'est plus lié à la gerbois, on en parle dans un de nos programmes, mais on en parle aussi dans certaines de nos vidéos sur YouTube. Le quoi, c'est qu'est-ce qui m'anime. Donc c'est plutôt du feu, et le quoi, c'est mettre en lumière la situation. Donc on va s'informer sur le quoi, on va s'informer sur le pourquoi et les enjeux. Dès qu'on interroge le pourquoi, on interroge l'enjeu. Donc connaître les causes et ce pourquoi, connaître les enjeux, ça peut être très intéressant. Donc ça représente plus l'agir-terre. Le pourquoi peut aussi nous interroger sur nos valeurs, par exemple. Ensuite, on va s'informer sur le comment. On a tendance souvent à nous interroger sur le comment en premier lieu.
eh bien c'est souvent une erreur de comportement et de manière d'aborder un sujet. On le voit, hein, les recherches Google ou YouTube, ça commence toujours par comment. Hein, les plus grandes recherches, c'est comment je m'y prends pour mener mon projet à terme. Eh bien, nous, on dit, avant d'aller chercher le comment, on va chercher le qui, on va chercher le quoi, le pourquoi, et le comment va apparaître beaucoup plus naturellement. Et le comment, c'est comment je vais pouvoir réaliser ça. Donc, quelque part, on commence à s'informer sur la stratégie, on commence à dessiner le comment je vais m'y prendre quand on est dans le comment. Puis ensuite, il y a le où qui va être l'environnement, l'adaptation, il représente l'agir au. C'est aussi le quand, c'est quel est le bon moment, quel est le bon timing pour agir. Donc, on dit bien être au bon endroit au bon moment. Et quand on a le qui, le quoi, le pourquoi et le comment, eh bien, ça devient naturel d'être au bon endroit au bon moment et donc d'aller dans le où. Et donc, quand on a ce savoir, eh bien, on peut prévoir. C'est quelque chose de très intéressant parce que quand on est dans la prévention, dans ce prévoir, eh bien, on va être plus dans la proactivité. Et là, on est en contraste avec la réactivité. Donc, la réactivité, c'est pas un défaut en soi. Hein. C'est bien des fois d'être réactif dans l'instant présent et de s'adapter à quelque chose qui peut être imprévu. Donc là, on est dans la réactivité. Mais quand on a les informations, on peut être dans la proactivité. Ça nous permet d'anticiper. Et puis, s'il y a un imprévu, on le traverse beaucoup mieux parce que on peut savoir un peu à quoi s'attendre. Donc, on apprivoise mieux nos émotions, forcément. On a plus de distance sur la situation. Donc, quand on a de la distance et du recul, c'est beaucoup plus facile d'avoir un esprit pragmatique, d'être un peu plus terre à terre. Et donc, ça va nous permettre d'anticiper. Donc, ça, c'est la grande fonction de prévoir, anticiper. Donc, on avait s'informer, on avait anticipé. Et puis, on a une troisième série de fonctions qui va être pouvoir. Et donc là, on va exploiter ce qu'on a acquis comme information. On est dans le prévoir, donc on va pouvoir. Et là, le pouvoir, c'est agir, s'engager et se dépasser. Alors, dépasser quoi? Bien sûr, dépasser ses peurs, mais dépasser ses peurs, c'est beaucoup plus facile de le faire quand on a une stratégie comportementale. Par exemple, quand on a identifié le blocage, ce qui va nous mettre un mur devant notre chemin, peut-être qu'on va pouvoir mettre une stratégie en place pour plus facilement le contourner. Et du moins, quand on l'a conscientisé, c'est beaucoup plus facile de faire face à la situation. Et donc, cette stratégie comportementale, eh bien, autre grande erreur que les gens commettent quand ils définissent une stratégie comportementale, et ils sont souvent dans le comment, et le comment, souvent, c'est comment faire, comment je vais faire, comment je vais m'y prendre. Et donc ça, malheureusement, ce n'est pas la bonne solution. Dans le Tao et dans le coaching, on a la même vision, c'est que l'être permet de décupler le faire. Alors, on utilise un outil en coaching qui s'appelle les niveaux logiques, où on dit qu'avant d'être dans la stratégie, il faut définir quelle est notre mission, quelle est notre vision, quelles sont nos convictions, quelles sont nos valeurs. Et ça nous demande d'adopter un savoir comportemental, et donc on est dans le savoir-être. Donc savoir-être nous aide à mieux savoir faire. Donc dans la stratégie, on doit prendre cette dimension du savoir-être. Par exemple, si vous êtes en conflit de valeurs, ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher. On aime bien entamer par une citation, et ce soir, on va aussi clore avec une citation. Et donc, Sénèque nous disait que la vie n'est pas d'attendre que les orages passent, mais que c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Quelque part, les orages, c'est cette météo dont on vous parle pour ce randonneur qui va pouvoir enfin prendre une décision, se positionner, qui va pouvoir savoir quel équipement il va emporter et puis qui va être responsable de sa décision. Donc, même s'il y a de l'orage, il va l'assumer. Donc, ça va lui permettre bien de même pouvoir éventuellement, comme cette femme qu'on voit sur l'image, danser sous la pluie, mais en souriant en plus de ça. On s'autorise même des fois de mettre le parapluie un petit peu de côté, parce que quand on est en chemin et qu'on sait qu'il y a des turbulences, on finit par y prendre du plaisir. Et quand on dit danser sous la pluie, il y a toute cette notion de plaisir, d'exprimer cette joie quelque part, d'être en chemin, d'évoluer. Et ensuite, on dit que ce n'est pas d'attendre. Et quelles sont les personnes qui attendent que les orages passent? Et bien souvent, ce sont des personnes qui se mettent dans une position de victime. En coaching, on utilise un modèle très simple qui s'appelle le triangle de Cartman. On parle du persécuteur, du sauveur et de la victime. Et dans le contexte actuel, et d'autant plus aujourd'hui, eh bien, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est bel et bien d'être acteur, de reprendre notre pouvoir personnel. Et pour ça, il faut se dépasser et il faut sortir de cet état de victime.
Sinon, on va rester dans un cercle vicieux. Comme vous disiez, c'est le choix des uns et des autres qui va nous aider à voir où l'humanité va faire son chemin. Ça va être un choix tant individuel que collectif. Et donc, ça passe par les individus. Et donc, les individus doivent se reprendre en main, surtout dans le changement de paradigme qui opère, et ne plus se positionner en victime, mais en sachant et en acteur des personnes responsables. Voilà, donc pour clore cette conférence, ne pas subir la météo, s'y adapter et faire avec. Donc les points essentiels à retenir, c'est d'aligner nos 3 dimensions, l'esprit, le corps et le cœur, et se mettre en phase justement avec le ciel qui est le temps et l'environnement, et comment s'y adapter en étant aligné et d'avoir cette stabilité pour traverser les turbulences. Donc 2021, c'est une année de transition, de transformation pour avancer sur quelque chose de nouveau. Et donc ça se prépare. Ça se prépare aussi de manière structurée avec ce métal, de manière de prendre le temps de le faire, de manière réfléchie, de manière posée, de pas aller au brancard. Quand on construit un chemin, on prend le temps de bien construire ce chemin pour que on puisse marcher. Sachant que voilà, la terre du buffle, c'est une terre qui est humide, donc c'est de la boue. Donc quand on marche dans la boue, il faut faire attention de ne pas glisser. Il faut apprendre à être stable et aller doucement pour ne pas tomber. C'est une année aussi où on doit prendre conscience de ce qui se passe, des prises de conscience de ce qui s'est passé avant et de résister, de tenir pour avancer sur quelque chose de nouveau. Et ce qui arrive dépend de nous, dépend de la manière dont on va agir pour nous-mêmes et aussi pour la collectivité. L'humanité est en phase de changement. Tout ce qui arrive n'est pas le fruit du hasard. Les problèmes qui arrivent maintenant existaient déjà, sauf qu'ils étaient sous terre, et maintenant qu'on commence à voir beaucoup plus clair. C'est ce que demande cette année à faire. C'est ce qui est symbolisé par ce bulle de métal avec tous les éléments en lui. Et nous-mêmes, on a ces éléments, ainsi que l'hexagramme qui permet de donner une teinture à cette année supplémentaire, de maintenir en fait cette lumière intérieure dans l'obscurité et d'avancer avec prudence et vigilance. Pour ceux ou celles qui sont nés en 1961, ça fait un cycle de 60 ans. Donc, ça veut dire que les 12 animaux sont passés par les 5 éléments. Ça fait 60. Donc, quand on a 60 ans, c'est une renaissance. C'est-à-dire qu'on a vécu une série de choses et qu'à 60 ans, on renaît avec les connaissances du passé et on essaye de reconstruire autrement. Sachant aussi que dans l'astrologie qu'on connaît, on parle que de l'année. Or, dans une date de naissance, vous avez aussi un animal et un élément, c'est 4 piliers liés à l'année, au mois, au jour et à l'heure. Et chacun dans ces piliers, donc il y a 4 animaux avec 4 éléments qui vont s'interagir l'un avec l'autre, qui va aussi s'interagir avec l'année et qui va aussi s'interagir avec un 5e pilier qu'on appelle le pilier des 10 ans ou le pilier de chance. En fait, c'est tous les 10 ans, il y a une énergie temporelle qui vient impacter notre thème. Le but de ces 10 années, c'est pour comprendre ce qu'on a à apprendre. On appelle aussi les piliers de la destinée. C'est pas les piliers du destin. Il y a une différence entre destin et destinée. Le destin, c'est ce que on a à la base. Et la destinée, c'est ce qu'on en fait de ce qu'on a à la base. On l'appelle aussi Badze ou les 8 caractères. Les 4 animaux, là, avec les 4 éléments. Et donc, ça va permettre de définir les impacts déjà dans le thème en lui-même, l'impact avec le pilier des 10 ans, et puis l'année qui vient impacter aussi. Car l'étude d'un thème est assez complexe. Et dans le thème, on peut voir du coup beaucoup de choses. Par exemple, le pilier de l'année est souvent lié à tout ce qui est environnement social, aux ancêtres, à ses grands-parents, à l'hiérarchie. Donc, en fonction de ce qu'on demande, on regarde dans le thème ce qui se passe. Ça permet aussi de comprendre ce qui s'est passé à telle année
et de prévoir aussi ce qui peut arriver dans le futur et de se préparer. Et donc, ceux qui ont à peu près 60 ans, c'est en fait une redondance de l'année, l'année du buffle de métal, avec l'année de naissance du buffle de métal. Donc, c'est comme un miroir pour voir qu'est-ce qu'on a à travailler dans sa posture sociale, son environnement de travail, le lien avec les autres. Donc, c'est une énergie qu'on connaît et qui nous pousse à réfléchir là-dessus, s'il y a des choses à changer ou des choses à faire encore. L'astrologie chinoise est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Ce qu'on connaît, c'est juste un petit morceau. Et l'interaction des éléments font que on doit essayer de retrouver l'équilibre par rapport à ces éléments qui ont un impact sur nos vies personnelles de couple, les enfants, la famille, sur le travail, sur nos projets d'avenir, sur la manière dont on pense. Concernant le Yiking, c'est un hexagramme de l'année qui permet de comprendre ce qui se passe. Alors qu'un tirage personnel, c'est autre chose. Ça donnera d'autres types d'hexagrammes en fonction de ce qu'on demande. L'année impacte en général sur tout le monde. Après, pour faire l'étude d'un thème complet, c'est beaucoup plus complexe, puisque on a 4 animaux dans notre thème et pas un seul. Ce qu'on connaît de l'astrologie, ce n'est que de l'année, pas le reste. Et avec les colorations des éléments, et dans chaque animal, il y a encore à nouveau des éléments en soi. Et donc, ces éléments vont s'interagir et ils sont souvent en déséquilibre. Et le but, c'est comment on va rééquilibrer tous ces éléments et comment le comprendre. Par rapport à un travail, par exemple, personnel, souvent, on peut être bloqué et on ne sait pas pourquoi on est bloqué. Et donc, le fait de savoir ces éléments, de savoir son thème, connaître les causes, on peut du coup agir sur ces causes. C'est ce que je disais, il y a une différence entre destin et destinée. Le destin, c'est ce qu'on reçoit à la base, lors de la naissance. On est né à une saison bien précise. Dans cette saison, il y a des éléments bien précis qui vont s'interagir. Du coup, quand ils vont s'interagir, et ces éléments vont impacter sur nous, sur notre manière d'être, de faire, et de notre relation avec les autres, avec notre famille, et comment on va projeter aussi notre accomplissement. Ces éléments-là, qu'est-ce qu'on en fait? Ou bien on les subit, ou bien on les utilise et on se dépasse. Et c'est là que vient la destinée. La destinée, c'est vers où on va aller avec ces éléments. Et donc de ne plus subir. Les éléments sont toujours présents. La différence, c'est qu'on sait pourquoi ils sont là, on sait pourquoi ils agissent comme ça, et comment on peut utiliser sa chance-là. Si on peut faire une métaphore, imaginons que vous avez un exemple avec les animaux. Vous avez un chien. La nature d'un chien, d'être un chien, il ne pourrait pas être un chat, être un oiseau. Mais le chien, s'il va être un chien de compagnie, un chien policier, un chien de garde ou un chien de chasse, la destinée va être différente pour ce chien. Mais il restera, sa nature sera un chien. Dans l'astrologie chinoise, on est né avec une certaine nature, un tempérament, mais la destinée, la direction qu'on va donner sera différente en fonction de ce qu'on décide. Et d'où le libre arbitre, l'importance du libre arbitre. Étant hypersensible, je suppose que l'impact est plus important. Ça dépend. Le but, c'est de se connaître son thème, savoir qu'est-ce que le thème, l'année apporte par rapport à ce thème. Est-ce qu'il va déséquilibrer plus? Et s'il déséquilibre plus, comment on peut faire pour le rééquilibrer et l'arranger? C'est de ne pas subir, c'est de comprendre ce qui se passe. C'est ce que disait Spinoza, le déterminisme, les choses sont comme elles sont, mais comment on peut décider de changer les choses et d'agir sur les choses où on peut agir. Et si, malgré tout, un travail personnel, on a parfois l'impression de se traîner un karma. Bah,
En fait, le karma est déjà écrit dans notre thème. C'est la petite graine qu'on met à notre naissance avec tout le potentiel qu'on a, toute la destinée qu'on pourrait avoir. Et du coup, ce thème permet de comprendre ce qui se passe et comment on peut faire des choix qui peuvent changer des choses. D'où la météo, c'est ce qu'on a dit, qu'il pleut, qu'il neige. C'est comment on fait face à cette météo, comment on réagit par cette météo. C'est l'attitude, l'état d'esprit dont on va réagir par cette météo. Le thème, un thème peut être, disons, à la base, qui manque beaucoup d'éléments, qui peut affaiblir. Mais si la personne est capable de comprendre et se dépasser, il peut avoir une destinée beaucoup plus fort, plus puissant qu'une autre qui avait tous les potentiels et qui ne s'en servent pas. Tu fais des thèmes. Comment ça marche pour avoir un thème? Il faut savoir qu'un thème, c'est très, très vaste. Donc, pour faire un thème, il faut la date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance. Il faut venir aussi avec une problématique bien précise pour pouvoir se focaliser sur le travail en question. Donc, lors du thème, il y aura un travail sur le tempérament de la personne en général et comment se passe en fonction du problématique et comment trouver des solutions par rapport à ces problématiques et les comprendre. Voilà. Sinon, je fais d'autres choses aussi, des arts stratégiques. Je fais aussi des analyses sur la destinée, la mission de vie de chacun. On a tous une destinée. Ça permet de compléter les thèmes aussi. Ça se base aussi sur la date de naissance. La même chose pour un problème bien précis, de poser une question bien précise et savoir les potentialités des réponses de cette question et les enjeux qui peuvent jouer là-dedans et l'issue possible avec des possibilités qui peuvent être en fonction de comment vous allez réagir par rapport à ces questions. Du coup, on peut utiliser des stratégies, de savoir aussi d'utiliser à quel moment le faire pour avoir le bon timing de le faire. Ouais. Et puis alors par expérience, parce que j'ai eu le droit à une analyse de thème et on a déjà passé beaucoup de temps à échanger à ce propos avec Hop. Il faut aussi prendre en considération une chose. Alors, le thème, ça offre beaucoup de réponses. Alors, la destinée, c'est assez incroyable, c'est très, très bluffant. On trouve des périodes de sa vie où il s'est passé des choses très particulières où ça coïncide très bien. Donc c'est assez fort. Et moi, par expérience, j'ai mis une recommandation. C'est-à-dire, oui, c'est bien le thème, ça permet de savoir, de prévoir, mais après, il faut encore faire le travail pour, derrière, pouvoir. Donc, faites un thème, mettez une intention. Qu'est-ce que vous voulez travailler? Qu'est-ce qui pose problème dans votre vie? C'est vraiment si vous voulez mettre le doigt sur un nœud, si vous voulez mieux comprendre certains enjeux de votre vie ou certaines choses comme ça, mais ça s'accompagne. En tout cas, c'est beaucoup plus impactant si vous l'accompagnez par un travail personnel et une réflexion et que vous posez une attention derrière. Et quand vous travaillez de manière personnelle, l'énergie change. Et puis, le résultat change aussi. Lorsqu'on pose des questions, les choses peuvent changer. Bon, c'est un peu complexe à expliquer ce genre de choses. Il y aura un site où j'expliquerai un petit peu ce que c'est et faire l'étude des cas. Alors, plus on travaille sur ce domaine-là, plus on rentre en résonance avec l'univers, avec cet espace-temps, plus on a des intuitions et plus on est en phase de faire des choses dans le bon timing. Dans le bon timing et être toujours au bon endroit pour le faire avec la bonne action et avec les bonnes personnes qu'il faut. Et ça se développe en fait naturellement parce qu'on répond en phase à cette énergie extérieure. Du coup, on synchronise notre énergie avec celle de l'extérieur. Le fait de lâcher plein de choses, ça permet d'ouvrir le champ des possibles et du coup de réaliser des choses qu'on n'imagine pas. Il faut savoir que ces techniques existent depuis des millénaires, donc ça a été éprouvé par le temps. Si ça marchait pas, ça passerait pas à travers les âges. Et donc c'est des techniques qui permettent vraiment de mieux se connaître, de comprendre beaucoup mieux des choses qu'on pourrait pas découvrir soi-même, et de comprendre l'interaction avec cet extérieur dont nous faisons partie, qu'il faut apprendre à se connecter à cette énergie. Les points essentiels ce soir, les 3 dimensions internes et 3 dimensions externes sont indissociables. Étudier la météo énergétique sans agir
sans mettre des stratégies en place, ça ne sert à rien. Une année excellente pour une transition, une transformation, transition vers un nouveau projet professionnel, vers un nouveau lieu de vie. Ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie. Donc, vers quoi voulez-vous transiter? Quelle est la transformation qui vous attend? On a tous une transformation en cours. En quoi ça vient vous toucher? Et donc, une année qui va nous demander beaucoup de conscience, beaucoup de résilience. Il y a eu beaucoup d'informations, il y a l'environnement, il y a l'économie, il y a la sociologie. Donc, tout ça, c'est de la systémie, on regarde beaucoup en coaching. Et quand on vit un changement de paradigme, quand on vit une crise majeure, ça nous demande d'être plus conscient, d'être plus résilient, parce qu'une crise, ça vient nous mettre une forme de pression, et donc la résilience va nous apporter la résistance nécessaire pour la traverser. Et pour s'en sortir, les personnes qui font preuve de résilience traversent beaucoup mieux les crises que les autres. Et j'espère que vous avez appris des choses et qu'on a pu un peu vous éclairer. Surtout cette année où il n'y a pas de feu, c'était nécessaire d'avoir un peu d'éclairage. Voilà, donc peut-être que ce soir, vous étiez au bon endroit, au bon moment. Petite parenthèse, rien n'est fait par hasard, donc... Donc voilà, si vous sentez que vous êtes au bon endroit au bon moment et que c'est le moment de surfer sur la vague, la chance c'est avoir un état d'esprit qui captive les lois de l'attraction et de créer des opportunités. Ce n'est pas le fruit du hasard.